C'est l'heure de vous informer sur la RT Éduc. Merci d'être avec nous, les titres. Le gouvernement va en guerre contre les violences en milieu scolaire. Avec l'appui de l'UNICEF, l'exécutif national lance une vaste campagne de sensibilisation Toyokana au profit des acteurs éducatifs pour lutter contre ce fléau. Reportage à suivre. Dans l'actualité aussi, lancement par le directeur national chef de service de la DINACOP de la mission de contrôle et de toilettage du fichier paye des enseignants. À cette occasion, Boniface Mbaka a indiqué qu'à l'issue de cette vaste mission, les faux agents, les vrais faux, les doublons et les fictifs du fichier paye de la DINACOP seront élagués. Nous parlerons également de cette matinée de réflexion dédiée aux avocats sur les voies de recours contre les décisions rendues par les juridictions présidentielles et celles rendues en matière de saisie immobilière, des assises organisées par l'Académie Abed Kayembe. Après les titres, place au développement. Considérée comme un moment de réflexion et d'action, la Conférence nationale pour l'élimination de la violence contre les enfants en RDC dénommée Toyokana avait comme message clé « Une enfance sans violence est possible ». Le gouvernement congolais, avec ses précieux partenaires, ont basé leur collaboration sur la mobilisation de toutes les ressources nécessaires pour mettre fin à cette pratique qui met en cause la croissance de l'enfant, surtout la jeune fille congolaise. Étant un fléau mondial, la violence faite aux enfants s'inscrit dans une approche collective et multisectorielle, comme un engagement renouvelé pour protéger les enfants qui sont l'avenir de la nation, puis de l'humanité tout entière. Sur ce, une lettre de proposition de solutions par la jeunesse a été officiellement remise au gouvernement. À son tour, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, présente les 3 piliers du gouvernement congolais palliatif à cette situation qui vulnérabilise les enfants congolais. Ces campagnes visent à éduquer les familles, les communautés et les enfants eux-mêmes. Le deuxième domaine, c'est de renforcer les mécanismes de protection de l'enfant. Nous avons fait des progrès significatifs en renforçant les mécanismes de protection pour les victimes de violences. Depuis septembre 2022, nous avons mis en place des centres intégrés de services multisectoriels. Ces centres offrent des services de santé, un soutien psychosocial, des services juridiques, ainsi que de programmes de réinsertion socio-économique. Considérée comme la capitale mondiale du viol avec 3700 cas enregistrés en 2023, la RDC est attendue à Bogota, la capitale colombienne, du 7 au 8 novembre prochain pour faire l'état des lieux sur la protection de l'enfant, en plus réaffirmer leur place dans le monde comme un pays modèle de l'élimination de la violence contre les enfants. En conformité aux orientations de Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Maloudinanga, le nouveau directeur national chef des services de la DINACOP, surnommé Papa Maison, a tenu à tirer la sonnette d'alarme sur la sensibilité et l'impact de cette mission. Oui, je suis venu moi-même. Le premier objectif pour maintenant, là, je suis venu lancer cette réunion où, à travers cette réunion, je suis venu faire le lancement officiel de la mission sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, c'est-à-dire les 5 provinces éducationnelles. Je commence par notre propre service. J'espère que vous apprenez déjà qu'à la direction nationale aussi, ça chauffe. Comme chez vous, nous sommes là pour commencer ce travail et je le veux très sérieux. Je viens de le dire à la direction nationale, aux missionnaires qui viendront. Pas de pitié, pas de peur. La mission vise à élaguer de la paye tous les faux agents, les vrais faux, les doublons et les fictifs du fichier paye de la DINACOP, tant au niveau national que provincial. Aussi un véritable Don Quichotte
Boniface Mbaka compte mettre un terme à toutes les pratiques des prédateurs caractérisées par la dilapidation de l'enveloppe prévue pour la paye, longtemps déplorée au sein du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Le nouveau patron de la DINACOP tient à tout prix à redorer les blasons ternis de cette importante direction du ministère, tout en signalant que cette démarche préservera les trésors publics de payer les faux agents et prendre en charge les ayants droit, dont les NU et les NP. Signalons qu'en définitive, qu'après cette mission de contrôle et de toilettage du fichier de paye s'en suivra une autre avec le concours du ministère de la Justice et Garde des Sceaux et de l'Inspection Générale des Finances pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui s'amusaient à détourner largement les derniers publics. Il est enseigné dans plus de 118 pays et fréquemment utilisé comme langue commerciale ou diplomatique internationale. La langue anglaise est par-dessus tout la langue de la communication internationale. Environ 80 des publications académiques et des ouvrages de recherche dans le monde sont publiés en anglais. Nous sommes dans les outils de formation. Nous travaillons pour les enseignants, les acteurs, c'est-à-dire l'enseignant qui est l'acteur numéro 1 dans les domaines de l'enseignement-apprentissage. Et nous n'oublierons pas que l'enseignant travaille pour les apprenants. Donc, nous, la dernière cible, c'est l'apprenant, mais au travers des enseignants. L'introduction de l'anglais à partir des petites classes et son renforcement dans le programme existant devra permettre aux élèves, futurs cadres du pays, d'être dans les meilleures conditions pour appuyer et accélérer le développement national. C'est une visite d'inspection qu'a effectuée ce vendredi 25 octobre au chantier de l'Institut supérieur de technique médicale ISTEM Kinshasa, le conseiller de la ministre de l'ESU en charge des infrastructures, accompagné du directeur général du Fonds de la promotion de l'éducation et de la formation FPF, ainsi que le représentant de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les auditoires, bureaux, dépôts et autres installations hygiéniques n'ont pas échappé au regard de l'émissaire de la ministre. Après le tour complet de l'édifice, M. Kelon Kasongo Elonga a dit être ébloui par l'édifice et a salué le partenariat entre le FPF et l'organisation religieuse. C'était une surprise pour nous, une surprise bien sûr agréable, de voir que la collaboration entre l'Église des Saints des derniers jours et le Fonds de promotion de l'éducation a porté un fruit. Et c'est le bâtiment que nous venons de visiter aujourd'hui. Nous avons formulé le vœu de voir que ces auditoires soient rendus intelligents par la numérisation. Le DG du Fonds de la promotion de l'éducation et la formation a souligné l'importance des quotités qui versent les universités et autres instituts supérieurs après avoir circonscrit la journée. Nous sommes ici à la demande du ministère de l'Enseignement supérieur pour venir voir le travail que nous avons amorcé et le mettre au parfum et surtout renforcer notre collaboration, partenariat, parce que comme vous le savez, le FF vit des quotités venant de l'enseignement supérieur. Le représentant de l'Église a quant à lui souligné l'importance de l'éducation et le financement de cette œuvre qui entre selon lui dans l'œuvre du Christ. Le Christ n'avait pas seulement enseigné la bonne nouvelle, mais il a assisté les gens qui étaient dans les besoins. Donc dans son ministère, le Christ était toujours là pour assister les plus petits. Et aujourd'hui, on peut dire que les plus petits, c'est l'ISTEM. Nous sommes venus à l'appui pour aider l'éducation, une génération montante avec des infrastructures. Il est à souligner que ce chantier abrite 2 auditoires, bureaux, dépôts et sanitaires qui seront inaugurés prochainement, construits grâce au partenariat entre le FPF et l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. En apprenant à lire et à écrire en braille,
Les personnes aveugles renforcent leur confiance en soi et développent des compétences indispensables pour leur intégration dans la vie sociale. À l'Institut des aveugles où nous sommes dans la commune de Mongafula, l'accès à l'information est plus qu'essentiel pour l'autonomie de cette catégorie de personnes. Je suis enseignante à la réadaptation braille. C'est une classe spécialisée des aveugles pour l'apprentissage de l'écriture braille. Dans un environnement où les élèves ont des besoins variés, il est d'autant plus crucial que les enseignants maîtrisent les techniques d'écriture adaptées, comme les brailles, et soient formés à des méthodes pédagogiques inclusives. D'où la patience est une vertu clé dans ces processus, car chaque élève progresse à son propre rythme et nécessite un soutien personnalisé, estime cette enseignante. Ils écrivent dans des papiers braille. C'est comme un plateau, on appelle ça la tablette. Et comme nous on utilise le stylo, un pinceau qu'on appelle pinceau. Et puis, d'abord nous les enseignants, on doit savoir comment écrire et lire l'écriture braille pour enseigner un élève aveugle. En regroupant des élèves malvoyants et voyants dans la même classe, l'école favorise une atmosphère d'acceptation et de compréhension mutuelle. Cela contribue non seulement à réduire les préjugés, mais aussi à prévenir d'éventuels conflits entre les différentes catégories d'élèves. En intégrant à la fois des élèves malvoyants et voyants, l'Institut des aveugles illustre brillamment les potentiels d'une éducation inclusive. Cette approche favorise non seulement l'empathie et la compréhension entre les enfants, mais prépare également chacun à évaluer dans un monde diversifié et solidaire. Formation professionnelle, levier de développement du capital humain et de la croissance économique de la RDC. Tel est le thème de la première édition de la foire de la formation professionnelle qui a ouvert ses portes ce jeudi 24 et qui va s'étendre jusqu'au samedi 26 octobre 2024, soit 3 jours dans l'enceinte de l'Institut pilote des sciences de santé INPS. Absente de la capitale congolaise pour des raisons d'État, la première ministre, chef du gouvernement, se fait représenter par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. En présence d'un parterre d'invités, des sénateurs, députés nationaux et membres du gouvernement, ainsi que le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, la cérémonie d'ouverture a été marquée par quelques allocutions, notamment le mot de bienvenue du comité d'organisation, celui du bourgmestre de la commune de Kassavubu, puis le directeur général de l'Office national de l'emploi, qui a présenté son organisation. Ce dernier a salué l'initiative de la création de cette foire par le ministre de la Formation professionnelle qui a même songé à offrir une tribune d'expression à l'ONEM. Il faut dire que l'ouverture de cette foire est un pari gagné pour le ministre de la Formation professionnelle. Maître Marc Ekila Likombo, qui a indiqué que cette foire, dont l'objectif principal est de vendre le secteur de la formation professionnelle, vise à susciter un intérêt particulier au profit de ce secteur clé du développement, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en quête de la création d'emplois, et ceci passe nécessairement par la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Je voudrais souligner haut et fort l'instauration de la foire de la formation professionnelle auprès de toutes les couches de la population. Elle entend démontrer que ces domaines ne concernent pas que le décalé, le refoulé ou le raté du système éducatif classique, mais elle concerne tous les domaines et secteurs de la vie nationale. La formation professionnelle est à la fois manuelle et intellectuelle. À son tour, dans son mot de circonstance pour le lancement de travaux, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a, au nom de la première ministre, ouvert la première édition de la foire de la formation professionnelle. Au nom de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, je déclare donc ouverte la première édition de la foire de la formation professionnelle dans notre pays. Après une brève participation au premier panel de cette foire, le seul pour cette première journée, Maître Marc Ekila a conduit le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, à une visite de stand.
En effet, plusieurs stands des centres de formation, dont ceux des privés, vont exposer durant cette foire, avec comme opportunité offrir un cadre d'adhésion au choix ouvert aux jeunes désireux d'apprendre des métiers. Ceux derniers ont la possibilité de s'enregistrer en vue de souscrire à une filière de leur choix et c'est gratuit grâce à l'apport des partenaires. Le voie de recours contre les décisions rendues par les juridictions présidentielles et celles rendues en matière de saisie immobilière, thème choisi par l'Académie Abed Kayembe au cours d'une matinée de réflexion organisée ce vendredi au centre CEPAS. De la panoplie des intellects et les invités de marque, on note la présence du bâtonnier du barreau de Kinshasa Matete, Maître Mouchebe Wembo Émile, et du professeur Nicolas Kabasele. Pour Maître Abed, cette académie qui porte son nom est un cadre d'échange, de réflexion et surtout de partage des expériences. Un cadre idéal pour partager l'expérience. Et le choix des intervenants, notamment celui du professeur ordinaire Nicolas Kabasele, qui est à la fois avocat près la cour, est dicté justement par le souci de concilier la théorie à la pratique. On ne peut pas parler de voie d'exécution ou de voie de recours contre les décisions judiciaires rendues par les juridictions présidentielles au WADA et en matière immobilière sans en avoir un aperçu général. Instructeurs, mieux précurseurs, le panéliste ont martelé sur la marche à suivre afin d'être remis dans ce droit. Je suis heureux d'avoir été choisi comme un des intervenants à cette formation et je crois que ma modeste contribution, à côté de celle du promoteur de l'académie et du professeur, a servi aux confrères ainsi qu'à tous les participants. C'est un droit qui est en vogue actuellement. Le droit WADA, il faudrait qu'ils aient les connaissances pour mieux se défendre face aux juges et face à leurs clients. Le thème tel qu'il a été choisi aujourd'hui sur les recours contre les décisions présidentielles et en matière immobilière, il fallait avant tout qu'on ait un aperçu général sur les voies de recours en droit commun, en droit congolais. C'est ce qui m'a été demandé d'exposer pour permettre à l'auditoire de connaître de manière tout à fait générale les notions des voies de recours ordinaires ainsi que des voies de recours extraordinaires. Après les panélistes, place à la remise de brevets. Rappelons que cette matinée intervient une année après son adoption du nouvel acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d'exécution du 7 octobre 2023. Le gouvernement congolais a décidé de résilier le contrat de gestion de l'hôpital du Cinquantenaire signé avec la société indienne Paida Healthcare SRL en 2013. Cette décision a été annoncée par le ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba, qui a précisé qu'un préavis de 6 mois a été accordé pour permettre une transition durant laquelle un comité supervisera la continuité des services. Les raisons évoquées pour cette résiliation incluent le non-respect de plusieurs engagements. Une décision qui n'a pas laissé indifférents les professionnels de la santé. Nous nous sommes rendus compte que le ministre lui-même regrette la gestion de cet hôpital du Cinquantenaire et les choses se font de manière, on ne peut pas arriver à expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'il y ait des expatriés qui arrivent, l'État congolais leur fait confiance et voilà comment ils nous torpillent un peu, la manière de faire de leurs choses, ce n'est pas correct. Au cas où le contrat sera repris entièrement par l'État congolais, j'aimerais que, si, à la mesure du possible, ce qui n'a pas été fait, soit réalisé et voir comment est-ce que cet hôpital peut être accessible au moins aussi pour la couche de la population qui sont un peu démunis, qui n'ont pas assez de moyens. L'hôpital du Cinquantenaire, qui s'étend sur 40 000 m², a été inauguré après un investissement total de 100 millions de dollars financé par l'État congolais et en partenariat avec la coopération chinoise. Le contrat de gestion signé avec Paida Healthcare SARL visait à assurer la gestion et l'exploitation de cet établissement de santé stratégique, mais les manquements observés ont conduit à cette décision de résiliation.
En prévision de la célébration de 60 ans de la disparition de la bienheureuse Arnoirite Negapeta, le 1er décembre prochain, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, a financé par le bain du gouvernement provincial du Haut-Ouélé la réhabilitation de la cathédrale Sainte-Thérèse d'Issiro. Ici repose enfin la fille d'Amissi Baturi et Julienne Issoudé, après avoir échangé à 2 reprises le tombeau, d'abord Maison Bleue et ensuite Dingilipi, dans le souci de s'appréhender de l'avancement de travaux. Le vice-gouverneur Chris Dara Matata a effectué une descente sur place où il en sort avec satisfaction. Le chef de l'État, à travers ce programme, il a bien voulu financer aujourd'hui la réhabilitation complète de la cathédrale du diocèse d'Issiro-Niangara pour commémorer la 60e anniversaire de la bienheureuse Arnoirite Negapeta. À travers le gouvernement provincial, nous sommes venus voir comment le travail évolue. Est-ce que le travail évolue bien? Nous pensons que d'ici 1 mois, notre cathédrale va revêtir sa nouvelle robe. À son tour, le curé de la paroisse a remercié le président de la République pour ce geste combien louable. Ce n'est pas chaque fois que l'Église catholique, et surtout ici à l'intérieur du pays, que nous bénéficions de dons du président de la République. Pour nous, c'est un motif de joie, de fierté, puisque quoi qu'étant à Kinshasa, il songe également à l'intérieur du pays. Il a pensé à cet édifice où repose le corps de la bienheureuse Arnoirite, qui est le symbole de la fierté pour tout le pays. Restaurer cela, c'est un motif de joie et de rendre grâce à Dieu et de dire également merci au président de la République et ainsi qu'au gouvernement provincial qui exécute ce projet. À noter que ce 1er décembre 2024, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi participera à l'Eucharistie dans cette même cathédrale. Ainsi s'achève cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur votre chaîne, la RT Éduc.